Bonjour à toutes et tous et bienvenue une nouvelle fois dans notre 34e rendez-vous de la COP éducative Brésil. Ce 34e rendez-vous est intitulé Créativez-vous, communauté plurilingue, capsule vidéo, balado en cours de FLE. Donc c'est Denise Damasco, notre chère présidente de la Fédération brésilienne des professeurs de français qui va animer ce webinaire. Denise est également chercheuse en postdoctorat à la PUC de Sao Paulo. Et aujourd'hui, à travers ce webinaire, elle va revenir sur différentes expériences et notamment le balado, qui est un podcast, si je ne m'abuse, Denise, en québécois. Un podcast qu'elle a pu présenter lors de la francophonie, lors de la semaine de la francophonie 2021, qui a eu lieu de manière nationale du 15 au 20 mars cette année. Donc, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous avez la possibilité de regarder la rediffusion. Voilà, donc merci Denise d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus attendre, je vais te laisser la parole. N'oubliez pas de regarder les conditions d'obtention de certificat que Valdemar vous a partagées sur le chat. En quelques mots seulement, vous devez vous renommer pour que votre nom et prénom apparaissent intégralement. Gardez votre caméra allumée tout au long du webinaire et être attentif puisque à la fin du webinaire, Valdemar Oliveira, un de nos 3 chers animateurs IFPRO Brésil, va vous partager un mot mystère qui sera nécessaire à indiquer dans l'enquête de satisfaction. Donc, bon webinaire à toutes et tous et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et Denise y répondra à la fin. Bonjour, merci beaucoup Marjorie, merci Valdemar, merci chers collègues, n'est-ce pas? Je vous lis sur le chat et merci vraiment pour cette aimable invitation. Je vais vous demander la permission, je vais partager mon écran. Donc juste là, le Créativez-vous, n'est-ce pas? Là, justement, ce que j'ai proposé en tant que petit résumé à mes collègues qui m'avaient invité de partager avec vous ce rapport, n'est-ce pas, d'expérience. Donc, les projets dans les classes des FLE, vraiment qui valorisent la création et l'autonomie chez les apprenants. Je vais vous parler de 2 expériences. Une expérience qui a eu lieu en 2015 et une expérience en 2020. Fin 2020 et vraiment 2021. Là, c'est un retour d'expérience, n'est-ce pas? Expérience et en C, Marjorie, j'ai oublié, après je vais corriger ça. Et puis, alors, de l'expérience 2015 et maintenant en 2021, où en sommes-nous, n'est-ce pas? Et puis, je vais vous inviter, je vous fais une petite invitation de l'organisation du planning de ma présentation. Donc, je vous invite cet après-midi. Tout d'abord, je vais faire une introduction pour vous expliquer pourquoi cette thématique, pourquoi j'ai dit oui à l'invitation, pourquoi ça a été important pour moi, et même la préparation de ce petit moment avec vous, ça a été important, elle aussi. Les 2 expériences, n'est-ce pas? Et je vais travailler un peu autour de ces 2 catégories, la créativité, l'autonomie, n'est-ce pas? Et à la fin, pour conclure, quelques perspectives. Bon, pourquoi proposer cette thématique, n'est-ce pas? Tout d'abord, on a l'image et les sons, on a l'idée de réseautage et nous avons ce qu'on appelle l'expérience et les savoirs de l'expérience. Donc, nous comprenons, nous sommes dans un groupe de chercheurs. Moi, je me place dans ce groupe de chercheurs qui croient que l'expérience, elle a un savoir et à partir de savoir, on peut avancer également. Et puis l'image, là, vous savez que malgré toutes les manipulations des images et toute la critique et l'attention, les soins que nous devons faire, les capsules vidéo, l'image, vraiment, elle est inépuisable. Et ce n'est pas l'image telle qu'elle, mais c'est justement ce que je peux interpréter à partir de l'image, n'est-ce pas? Et alors là, une image peut en dissimuler d'autres. C'est-à-dire que quand on pense aux jeunes générations, et vous maintenant qui travaillez maintenant dans vos cours par écran interposé, vous avez l'image oui ou non, toutes les caméras qui sont ouvertes oui ou non. Donc là, la thématique, tout ce qui nous fait penser à l'image, à mon avis, il est très important, pas seulement dans les domaines du FLE, n'est-ce pas?
Et les sons, bien évidemment. Moi, après, je vous laisserai ce PowerPoint là pour vous à disposition. J'ai mis les liens. Justement, si on met l'oralité, quand on pense à nos cours, les sons et même les vidéos, les balados, le podcast, tout ça, c'est important. On faisait déjà cela depuis très longtemps, n'est-ce pas? Et la radio, la force de la radio dans la salle des classes, si vous voulez travailler dans la recherche en technologie d'information et communication, vous avez par exemple les mots radio et web radio comme un concept, une catégorie très importante. Et il y a plusieurs recherches qui ont vraiment lancé un regard et analysé. Et quand on pense au balado, c'est-à-dire ce mot québécois qui veut dire podcast, moi, je ne savais pas au départ ce que c'était balado quand ils m'ont invité à le faire. J'ai dû chercher dans un dictionnaire, je n'ai pas retrouvé et j'ai mis en anglais, mais qu'est-ce que c'est en anglais? Et puis, j'ai vu podcast parce que soit on utilise les mots en anglais et maintenant, on commence à utiliser le mot québécois, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que la radio, elle est directe, c'est les sons qui vont en direct quand on participe à une émission, mais les balados, non. Il y a un enregistrement, il y a une préparation. C'est-à-dire que nous, dans nos situations de salle de classe, on peut penser à cela pour intégrer, n'est-ce pas, l'une des pratiques, de nos pratiques avec nos étudiants, nos apprenants. Et quand on pense à la radio, maintenant, si vous cliquez sur RFI Brésil, vous voyez que les podcasts, il n'y a pas seulement les sons, il y a les images. Il y a les images aussi. Donc là, d'une certaine façon, avec le web, l'Internet, tout ça est nouveau, n'est-ce pas? Pas seulement les sons, mais liés à l'image. Et dans notre vie, on est un réseau, n'est-ce pas? Les réseautages, je vais vous parler des communautés plurilingues, cette force des échanges, de partage, tout cela entraîne une catégorie en éducation, une catégorie très, très, très étudiée dans la formation enseignante qui s'appelle les développements professionnels. Moi, je ne suis pas dans les domaines de la formation initiale. Là, on va réfléchir tout ce que nous devons faire pour vraiment atteindre ce développement professionnel, étant donné que la carrière, elle a plusieurs phases. Et nous sommes où dans notre carrière, n'est-ce pas? Nous sommes des professeurs novices, des professeurs expérimentés, on est en reconversion professionnelle. Donc, être un réseau, c'est très important, justement, dans tout ce qui concerne le développement professionnel. Je vous invite à lire, je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais les dossiers spéciaux de la revue Letras Raras, et vous pouvez cliquer sur le site de la Fédération. Vous avez dans les archives, on a proposé ça comme lecture des vacances, tout un dossier et les actes du congrès de Brasilia, les actes du congrès des professeurs qui a eu lieu en 2019. Nous avons organisé ces actes et la conférencière qui s'appelle Rana Chala, elle nous a proposé des dynamiques coopératives au travail en réseau, une évolution nécessaire au service du développement professionnel. Donc, vous avez d'autres éléments justement qui vont justifier la force, l'importance de ce réseautage dans notre carrière enseignante. Et puis finalement, dans cette petite introduction, ce que c'est l'expérience, un retour d'expérience, là, je vais vous dire qu'il faut absolument distinguer l'expérience d'une information ou une opinion. Je ne suis pas là pour vous donner mon opinion personnelle de quoi que ce soit, mais je suis justement pour faire un récit d'une expérience professionnelle qui m'a vraiment aidée, n'est-ce pas, qui m'a également formée en tant que là, et moi je cite Passage. C'est une chercheuse brésilienne qui travaille énormément dans tout ce qui concerne l'expérience. Et raconter une expérience nous fait vivre un temps historique. Alors là, ce n'est pas seulement tout ce que c'est, mes perceptions, tout ce qui s'est passé, mais il y a ce temps historique, n'est-ce pas, qui nous fait comprendre ce qui nous arrive actuellement, dans l'actualité. Donc, il nous faut aussi un temps pour comprendre, pour donner du sens à tout ce qu'on a vécu. Et le fait d'écouter, de discuter des récits d'expérience peut vraiment nous former. Donc, je suis dans ce groupe des professionnels qui
partage Larose, Monsieur Larose, je ne sais pas si vous les connaissez, et je vous invite vivement à cliquer sur Internet et à connaître et à entendre l'abécédaire de Georges Larose-Abondia. Donc, lui qui travaille l'expérience et les savoirs issus de l'expérience, n'est-ce pas? Parler de l'expérience, c'est parler de la manière dont nous nous approprions ce que nous vivons, éprouvons, connaissons, dont nous en faisons précisément de l'expérience. Et en classe de FLE, n'est-ce pas, on a plusieurs possibilités de proposer dans l'abécédaire, dans la lettre E. La Rosa nous parle du mot exercice. Lui qui est le chercheur qui a travaillé toute sa vie avec la catégorie expérience, et dans son abécédaire, il nous propose exercice et il vient justifier, il nous dit qu'il faut faire attention, les mots sont confisqués. Quand, par exemple, j'ai reçu sur mon courriel un message d'une compagnie aérienne. Venez vivre l'expérience, l'aventure. Si on entre dans un shopping, quand on entrait, n'est-ce pas, dans un shopping, il y avait venez vivre voilà l'expérience, acheter quelque chose, c'est une expérience. Alors, il faut faire attention également à tout ce qui est confiscation des mots. Et les mots exercices, là, il vient, il nous récupère. Et nous, dans les classes, nous proposons beaucoup d'exercices, d'activités. Et il n'a pas peur de dire, travaillons les mots exercices et la catégorie expérience ensemble. Pourquoi? Parce que quand on fait faire un exercice, on veut capturer l'attention de l'étudiant. On veut qu'il s'arrête, qu'il cible. Et c'est justement le fait de capturer l'attention, et j'imagine tout le monde maintenant, et même vous, avec vos étudiants qui travaillent dans tout ce qui est numérique, par écran interposé, comment vous faites pour capturer, pour faire une expérience, n'est-ce pas, d'apprentissage. Alors là, je suis dans ce domaine et quand je vous dis qu'une expérience, elle a eu lieu dans un temps, dans un contexte, l'expérience que je vais vous rapporter a eu lieu en 2015 et en 2021. Et observons, quand j'ai dû me préparer pour être avec vous aujourd'hui, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, en 2015, il y avait les États-Unis qui avaient une conformation politique. En France, c'était Hollande. Au Brésil, on avait une situation politique. La fédération que je représente, elle avait également une organisation. On était à Macapá, on se préparait pour partir à Macapá. Geneviève Zahat était avec nous ici en septembre. Mon contexte personnel, moi, j'étais en train de clôturer toute une carrière, n'est-ce pas, dans le réseau public du district fédéral et j'ai été invitée justement pour apporter ce projet que je vous présenterai tout de suite à Liège. Et quand on pense actuellement en 2021 et quand on pense aux États-Unis, on a toute une autre organisation politique et on s'est dit, que s'est-il passé entre 2015 et 2021, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons vécu tout ce qui est confiscation de mots, mensonges, manipulation d'images, violence dans les réseaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons vécu? Et puis là, il est important de comprendre que tout ce que nous vivons, n'est-ce pas, nous change et ouvrir d'autres perspectives. Et là, par exemple, mais voilà, dans la fédération, dans un contexte de crise sanitaire 2020-2021, j'ai un autre contexte professionnel et j'ai participé à un autre projet. Donc, faire ce bilan, c'est comprendre que nous sommes sur les terrains, n'est-ce pas, que nous travaillons ensemble, mais il faut vraiment saisir ces contextes politiques, linguistiques et éducatifs. Et alors là, ce que j'aimerais vous rapporter, j'ai déjà présenté en 2015 à l'école où je travaillais et après en 2016 et puis après c'était fini, je n'ai plus. En 2016 également, je peux parler de ce Forum mondial de la langue française. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Il y a eu
le premier Forum mondial de la langue française en 2012 à Québec. Et en 2015, la OIF a lancé un appel à projet pour les jeunes ayant 18 ans et 35 ans. Et bien, c'était un appel ouvert pour présenter des projets qui avaient vraiment la créativité dans l'un des objectifs majeurs. Et moi, j'ai présenté le projet que je menais à l'époque, à cette époque-là, et je ne me suis même pas rendu compte que j'avais 50 ans à l'époque. Quand je suis arrivée et j'ai été invitée, il y a eu, si je ne me trompe pas, 124 porteurs des projets, porteurs et porteuses de projets qui ont été invités. Donc, j'ai été invitée pour y participer, les voyages, billets d'avion, tout a été payé justement pour présenter. Et dans ces forums, il faut dire qu'il y avait 800 personnes. Et je me suis rendu compte en arrivant, il n'y avait que des jeunes. Je me suis dit, mais je ne suis pas trop jeune. Mais à vrai dire, c'était intéressant de partager. Et après, j'ai posé la question, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des jeunes ici. Et l'une des organisatrices m'a dit, non, non, oui, c'est ça, mais votre projet, il travaille avec les jeunes, la jeunesse. Et c'est ça, nous voulons vraiment montrer ce qui est possible, tout ce que les gens font dans leurs écoles avec les jeunes et d'une façon créative, innovante. Donc, c'est pour cela que j'ai été, à cette époque-là, la seule personne qui avait participé du Brésil dans les domaines, la seule invitée dans le domaine éducation. Et c'était un projet cadre, on va parler de cela. Il y avait des ateliers en éducation qui traitaient de projets en économie créative, la participation citoyenne. On avait quelqu'un, un doctorant si je ne me trompe pas, de Pernambouc, qui était invité pour participer. Il a fait un projet en politique et la culture, tout ce qui était domaine et industrie culturelle et langue et créativité. Donc, les projets que j'ai menés et que j'ai été invitée pour apporter, c'était dans les domaines de l'éducation. Pourquoi dans les domaines de l'éducation? Parce que j'ai travaillé dans une école publique, donc c'était dans les réseaux publics du district fédéral. Et j'ai rapporté justement une communauté plurilingue que je venais de créer il y avait un an, n'est-ce pas? Et tous les résultats à partir de tout ce qu'on voyait et tout ce qu'on vivait dans cette communauté plurilingue qui existe d'ailleurs, n'est-ce pas? Et là, le besoin majeur en 2014-2015, on se posait la question comment nous allons communiquer, n'est-ce pas? La communication dans nos salles, on se posait déjà la question sur est-ce qu'on va envoyer de courriel, j'ai une page Facebook, groupe WhatsApp, et puis l'école où je travaillais avait une chaîne sur YouTube. Et puis, j'appartenais à cette époque-là à un groupe qui travaillait l'importance des langues étrangères dans une politique publique éducative du ministère de l'Éducation. Donc, depuis 2009, j'intégrais un groupe à la faculté d'éducation de Brasilia, un groupe qui appartenait, n'est-ce pas, qui est venu après travailler dans ce réseau d'universités, qui ont créé un portail qui s'appelait Ensino Médio em Diálogo. Voici le lien. Et puis, pourquoi je vous parle de cela? Parce que dans toutes les salles des classes de cette école publique, de ce centre public des langues, il y avait cette indication, cette affiche. Il est interdit d'avoir de portable dans la salle des classes. Et pourtant, il y avait la loi, l'école, les parents, les étudiants et les portables dans la salle des classes, mais c'était interdit. Alors, comment va-t-on travailler, penser à une communauté virtuelle, à un espace, si on ne peut même pas avoir les portables dans la salle des classes? C'est-à-dire que ce n'était pas du tout facile pour nous quand on pensait qu'il fallait faire quelque chose d'une manière entre guillemets, qui n'était pas correcte, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs défis. Il fallait donc demander une autorisation à la direction, élaborer un bon contrat d'apprentissage, demander pour les étudiants
qui n'avaient pas 18 ans, l'autorisation de leurs parents, penser à cette question légale, n'est-ce pas? Il y avait même dans les groupes, je pense que vous vivez cela, dans des groupes assez hétérogènes, non tout simplement ce qui concerne la génération dans la même salle de classe, mais ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas connectés, ceux qui trouvent assez facile le travail dans le monde, n'est-ce pas, virtuel, d'autres pas. Et donc, pour nous, il y avait dans l'école également, en 2015, la question de la violence. Et on ne pouvait même pas demander aux étudiants d'avoir un portable parce qu'ils se faisaient de temps en temps, malheureusement, voler. En arrivant à l'école, il y avait beaucoup de problèmes de violence, n'est-ce pas, les vols de portables. Et tout cela, c'était la réalité vécue. Mais étant donné que l'école, il y a cet espace privilégié d'une bibliothèque, d'un laboratoire d'informatique, et avec l'accord, les suivis, la participation et le travail dans les réseaux de l'école, un travail ouvert, on arrive à trouver les solutions pour avancer dans ce contexte-là. Et ce que je pense, à mon avis, qui a été dans le cadre de ce forum mondial de la langue française, ce qui a été important et que j'ai pu expliquer, c'était l'importance d'un projet cadre. En portugais, nous disons projeto guarda-chuva, oui, mais en français, un projet cadre, un projet qui rassemble plusieurs actions. Une action, c'est un mouvement vers une direction, un objectif. Donc là, quand on pense à un projet, j'avais à cette époque-là 7 groupes, donc j'avais un projet cadre. Ce n'était pas seulement un projet isolé pour un groupe, pour 10 étudiants, pour une note spécifique, non. Donc la première étape, c'est penser, avoir cette idée de projet cadre, n'est-ce pas, inviter les apprenants, les pairs, mes collègues, penser au volume horaire, à l'espace virtuel, n'est-ce pas, planifier les actions sont ciblées, mais le projet, il est majeur. Et pas tout simplement une action isolée, pas seulement je vais faire ça avec cette personne parce que je veux, non. Tout ce qu'on faisait, c'était à partir de ce projet cadre. Et dans la deuxième étape, c'était créer une communauté. Donc, j'ai demandé une autorisation, j'ai écrit, j'ai organisé, je me suis dit, je vais inviter quelques collègues. À l'époque, je n'ai pas eu beaucoup de collègues du cours d'anglais, ni d'espagnol, ni d'allemand qui sont venus poster et publier dans la communauté, mais les étudiants avec qui je travaillais, ils étudiaient d'autres langues. Donc, ils ont publié dans la communauté leurs activités, tout ce qu'ils voulaient, leurs balados, en anglais également et en espagnol. Et puis organiser dans cette deuxième étape, planifier également l'évaluation qui est formative, une notation, parce que comment va-t-on, on est dans une école publique, il faut une note à la fin du bimestre, il faut penser à gérer aussi l'évaluation, à la gestion aussi des espaces, qui va publier, quand, etc. Et la photo c'est Montréal, n'est-ce pas, la photo que j'ai décidé de mettre pour créer cette communauté. Et à la troisième étape d'un projet majeur, de ce projet cadre, c'était non seulement gérer les publications, mais puis préparer les bilans, organiser ce bilan d'activité, animer cet espace plurilingue, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer, il y a plusieurs audios, il y a des vidéos, des balados, n'est-ce pas? Il y en a plus, presque 120 publications et que les étudiants eux-mêmes, les apprenants, ont décidé de publier, ayant l'autorisation, etc. Et une fois lancée cette communauté, au bout d'un moment, dans ces groupes d'université, c'était justement qu'est-ce qui se passe que les gens publient en français. Et tout le temps, il y avait dans les tags, il y avait Centre des langues, français, langue française, etc. On était là à l'ANU, n'est-ce pas? Et le travail ayant ces projets a vraiment procuré un changement dans la gestion du temps, de l'espace, les contacts avec la langue française
qui était en continu, n'est-ce pas? L'interaction, la communication, l'effet d'être autonome, de se sentir capable et même de franchir les frontières parce qu'il y en avait il y avait des étudiants qui n'avaient jamais, à cette époque-là, on était 2015, c'était la première fois qu'ils préparaient ce qu'on dit une capsule vidéo. Et quand on reprend là les forums, et c'est pour cela que quand j'ai présenté cette expérience et à la fin de ce forum mondial de la langue française, il faut dire qu'un forum, ce n'est pas un congrès, ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une rencontre. Un forum, c'est justement un groupe de participants qui prennent des décisions, qui font des demandes, qui lancent des recommandations. Et puis là, voilà les 5 recommandations à partir des expériences, des ateliers vécus dans les forums mondiaux de la langue française qui a eu lieu en juillet 2015. Donc, s'ouvrir aux autres en s'inspirant de toutes les diversités. Et voilà, je vous ai mis tous les liens sur YouTube avec les capsules vidéo. Moi-même, j'étais dans des capsules vidéo. Moi, je n'avais jamais entendu à cette époque-là. C'était la première fois que j'avais entendu le mot capsule vidéo et j'ai appris que c'était une vidéo assez rapide, 30 secondes, n'est-ce pas? Et puis, pour la première fois, et quand je vois à la fin du forum, on a eu les 5 recommandations et vous avez ici les liens sur YouTube. Outiller chaque citoyen pour qu'il prenne sa place dans la société. Ça, c'était les groupes de ces participants-là, l'OIF, n'est-ce pas, la Wallonie, Bruxelles International, tous les groupes des gens de partout dans le monde qui voulaient dire il faut réseauter, il faut connecter, il faut partager. Il faut être citoyen, acteur autonome et créatif, diffuser et valoriser les pratiques et idées innovantes. Et pour chaque recommandation, il y a toute une explication. Si vous cliquez sur YouTube, vous aurez vraiment les demandes de ce groupe-là. Et je me dis, on a toutes les recommandations, où en sommes-nous? 6 ans plus tard, presque 6 ans plus tard, n'est-ce pas? Nous vivons depuis l'année passée cette crise sanitaire et moi j'ai été à nouveau appelée et là dans ces cas-là en 2021, bon à vrai dire le projet a commencé en 2020, j'ai été invitée pour participer à un projet cadre à nouveau, n'est-ce pas? Là en 2015, moi j'avais organisé et là j'ai été invitée et je me posais la question, est-ce qu'on est connecté? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2015? Bon. Et je me suis rendu compte que finalement, on est, je vais voir quelle heure il est, on est un réseau, n'est-ce pas? Les Centres de la Francophonie des Amériques, c'est une organisation qui travaille avec nous. Vous voyez cette dame-là, un pull rose, elle est présidente de l'Association des professeurs de français de l'État de l'Espírito Santo. Nous travaillons en réseau, la fédération travaille en réseau vraiment avec le Centre de la Francophonie des Amériques. Donc, on est un réseau et il voulait me proposer un projet lié à la radio. Et quand on pense à la radio, vous savez que c'est l'école de ceux qui ne peuvent pas aller dans une école. La radio, elle arrive où l'école n'est pas là. Et ça, ce n'est pas Denise qui le dit, c'est l'anthropologue Roquette Pinto en 2023 qui avait inauguré, n'est-ce pas, la radio et société. Donc, à partir de cela, ils m'ont proposé de faire un balado, un podcast. Et bien évidemment, quand on travaille, et moi j'avais eu l'occasion de travailler avec mes étudiants, faire préparer un balado, un podcast, on travaille l'oralité, mais il y a l'écriture au préalable également. Et j'ai eu l'occasion de participer à cette expérience, de vivre cela, mais comme vraiment une participante, une invitée, et pas comme quelqu'un qui avait organisé, qui allait organiser les étapes. Et c'était un projet cadre également. Et j'ai participé à une action, à un épisode. Et ce projet-là, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir, on est 33 millions. Ça, c'est tellement bien de se dire, on est 33 millions dans les Amériques, n'est-ce pas, qui travaillent en français. Et on a eu comme fil conducteur la présence de l'animatrice Alexandra Diaz, qui est venue dans les 6
épisodes. Donc, je vous invite à les écouter, à travailler dans vos classes des épisodes passion au profit, à faire en français, s'ouvrir au monde, s'engager dans la francophonie. Les projets, l'action à laquelle j'ai participé, c'était s'engager dans la francophonie, 25 minutes de balado. J'ai pu travailler et discuter avec 2 personnes et Alexandra Diaz également. Les besoins d'écrire en français, les rôles des médias francophones, les jeunes leaders de la francophonie. Et donc là, j'ai pu vivre cette expérience formative qui m'a énormément frappée, n'est-ce pas? Donc, dès l'invitation, et je reconnaissais un peu ce qui venait avant, pendant et après, n'est-ce pas? Un projet cadre, n'est-ce pas? La communication avec les organisateurs, l'entreprise Transistor Média. J'ai pu participer à je peux dire un entretien, mais un pré-interview par téléphone, une convocation, j'ai reçu des détails, j'ai enregistré dans un studio à Brasilia pour avoir vraiment cette qualité, avoir tout ce qui est important. Quand on travaille, on est professionnel, on n'est pas avec un groupe d'amis pour se dire « Ah, on fait n'importe quoi, les sons et n'importe comment ». Non, on est dans tout ce qui est professionnel, la signature de droits d'image, etc. Là, dans les studios que j'ai pu louer, et les contacts avec l'entreprise du Canada, et il y avait donc des gens qui n'étaient pas seulement au Canada, pas seulement à Québec, mais dans d'autres régions. Et si vous avez le temps, si vous voulez entendre le balado, vous allez connaître un peu les contextes de mes collègues qui étaient là pour discuter l'engagement. Chaque épisode avait un mot majeur. Et les mots de notre épisode, c'était l'engagement. Qu'est-ce que c'est être engagé dans une francophonie des Amériques? Et puis, en janvier, là, 2021, parce que là, pendant les réveillons du Nouvel An, et ils m'ont envoyé un message. Ajout maison, Denise, tu peux faire un ajout maison. Tout le monde allait faire un ajout maison, c'est-à-dire enregistrer des mots, enregistrer une présentation personnelle. Et puis là, c'était à nous, il fallait le faire en plein air, dans notre ville. Et puis en février, j'ai pu répondre à plusieurs détails pour les lancements, titres. Et en mars, les balados ont été lancés. On a reçu les lignes de presse, les guides promotionnels du projet. Et là, pendant le mois d'avril et mai, on aura une deuxième vague de promotion de la série des balados. On a eu jusqu'à présent des retombées très positives, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'écoute. Et le 18 mars, la Fédération brésilienne des professeurs de français, je ne veux pas répéter tout ce qu'on a eu l'occasion de parler pendant ce livre, les 18 mars. Si vous mettez Fédération en direct, balado et la radio, vous aurez donc les collègues qui étaient là avec moi, n'est-ce pas? Caroline Richard, du Centre de la francophonie des Amériques, c'est elle qui était responsable, chargée de ces projets. Jacques, qui était responsable de l'entreprise qui avait organisé tout ce qui était technique, n'est-ce pas? Il a raconté son expérience et moi-même. Et puis là, à partir de tout ce qui a été vécu, n'est-ce pas? Je me suis dit, quand on m'a invité pour venir vous présenter l'expérience du balado, tout cela m'a ouvert des perspectives, n'est-ce pas? Et m'a renforcé dans mon esprit à moi, dans tout ce que je comprends comme formation des enseignants, tout ce qui est important à partir de ces vécus, soit en 2015, soit en 2020, fin 2020, 2021. Et puis, quand on dit innovation, on doit vraiment faire attention parce que des fois, tout ce que nous faisons, en 2023, en 1923, il y avait des gens qui faisaient déjà. Et si on cherche ce que c'est innover,
Donc, on va dire que pour innover, il faut penser à la recherche, au dialogue, faire une proposition, avoir des actions, refaire la recherche. Donc, on va réfléchir à propos de quoi que ce soit. Donc, il y a un cycle, n'est-ce pas? Un cycle dans ces débuts du nouveau millénaire. Donc là, Zantène, c'est les dictionnaires les dictionnaires en éducation, qui est publié en portugais aussi, n'est-ce pas? Il va nous définir ce que c'est innover. Et quand on peut rompre vraiment notre isolement dans notre situation professionnelle et s'ouvrir au collectif, on peut se construire une identité, communiquer, et sans le temps pour évaluer et réorganiser, n'est-ce pas? Il est très difficile de vraiment pouvoir avancer. Ça, c'est ce que j'ai appris de ces expériences, n'est-ce pas? Et s'investir, moi j'ai dû m'investir dans l'écriture, pas seulement pour garder des traces, mais pour comprendre et pour me former moi-même. Quand on pense au mot créativité, et là, il faut dire qu'en 1970, pardon, dans le BELC c'était les bureaux, n'est-ce pas, pédagogiques, dans le BELC, CUC, dans les dictionnaires, il nous dit que c'était qu'à partir de 1970 qu'on a commencé à trouver et à penser à la créativité, n'est-ce pas? À partir du jeu des langages, matrice des phrases, support pour l'écriture des contes, récits interactifs, et puis simulation globale. Et là, je me suis dit maintenant, et en 2020, en 2021, nous sommes des professeurs qui travaillons partout et nous travaillons d'une façon créative. Et où en sommes-nous? Est-ce que nous avons écrit nos expériences, nos vécus? Nous travaillons ce moment de crise, de deuil, et nous faisons encore des trucs. On a des étudiants qui viennent nous voir 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Est-ce que j'ai réfléchi à cela, à faire travailler d'une façon autonome? Et j'ai eu l'occasion de parler de l'autonomie en novembre 2020 avec les groupes du CAA, l'Association des professeurs de français du CAA, et j'ai défini autonomie à travers l'œuvre de Paulo Freire. Freire, c'est chez nous, n'est-ce pas? C'est chez nous. On pense à autonomie, on ne peut pas penser à l'autonomie sans comprendre tout ce qui me fait dépendre de quoi que ce soit. Et alors là, on pense à notre situation, aux connexions, à ceux qui sont devant moi. Est-ce que j'ai une écoute sensible? Quelles sont mes démarches? Quelles sont mes pratiques, n'est-ce pas? Et à partir de l'œuvre de Paulo Freire, si on va définir ce que c'est autonomie, c'est ça, voilà, j'ai copié là, pour vous, pour nous, c'est devenir responsable de nos actions, de nos choix, de notre façon d'apprendre et d'enseigner, de notre façon de ressentir le monde, de parler, d'agir, notre mode de vie. Et dans la salle, là, mon contexte, c'était une école publique, n'est-ce pas? Être autonome. Est-ce que je peux être autonome? J'ai une autonomie? Je peux proposer des espaces de réflexion aux enseignants? Oui, oui, je peux le faire. Je peux comprendre les espaces de réflexion pour les apprenants également. Ça, vraiment, je peux le faire. Et quand on travaille dans des projets cadres d'une façon qui n'est pas isolée, en partageant nos réussites et nos problèmes, nos échecs, nos difficultés, n'est-ce pas? Nous voyons que dans ce respect et dans cette éthique professionnelle, on va entraîner la solidarité et cette idée de communauté, n'est-ce pas? Et vraiment, moi, j'ai avancé un peu dans les définitions de Paulo Freire, n'est-ce pas? Dans ce sens, l'autonomie, elle va devenir cette liberté. Il faut rappeler que quand j'ai l'occasion de proposer ce projet 4, j'étais à la fin d'une carrière. Ça faisait 26 ans que je travaillais dans les réseaux publics. Donc, je me sentais très autonome dans une école qui propose un projet pédagogique, n'est-ce pas? Qui a des espaces, qui avait et qui a encore des espaces, et cette liberté
et cette possibilité de poser la question oui ou non, qui veut venir, cela entraînait aussi la prise des discussions chez nous. Et dans nos espaces d'apprentissage, si on pense à l'année 2015, quand on pense au réseautage, nous sommes ici en IF-Prof. Quand est-ce qu'on a pu parler de IF-Prof? Quand est-ce qu'on a découvert, moi, la première fois que j'ai entendu parler des IF-Prof, c'était en 2017. Après, en 2018, à l'occasion de CEDIFRAL, à Bogota, en Colombie, j'ai assisté à un atelier pour comprendre ce que c'était IF-Prof. Et en 2020, on a commencé, on a inauguré avec ce bel espace d'échange, de partage, n'est-ce pas, IF-Prof gratuit, un espace sécurisé et un espace qui nous donne la parole, n'est-ce pas? On peut s'ouvrir, on peut raconter nos expériences. Et là, vraiment, quand je pense aux recommandations du forum, je vois on a pu avancer dans un espace commun francophone, n'est-ce pas? Et là, le dernier mot que j'aimerais vous dire, et après je vais laisser mes adresses, bien évidemment, et mail, parce que je sais qu'on n'aura pas le temps de tout dire. J'aimerais vous écouter toutes et tous, bien évidemment. J'ai partagé ces expériences à moi, n'est-ce pas? Mais ce que je peux vous dire vraiment, que dans notre situation, il faut toujours partir de nos besoins pour réfléchir ensemble, pour voir quelles sont les possibilités, créer des conditions pour pour planifier un projet cadre ou des actions. Des fois, on peut penser à une ou à une autre action, mais si on part dans les collectifs et si on va penser à un projet cadre, il faut non seulement valoriser le temps de préparation, mais compter sur l'imprévu, sur avoir toujours un plan A, un plan B, un plan C, n'est-ce pas? Réfléchir sur les ressources, les coûts des actions. Est-ce que nous sommes dans un cadre public, dans un cadre privé? Là, nous sommes partenaires. Quels sont les domaines où je peux vraiment mener mes idées, mes projets, où je peux être créatif, créative? Et surtout, ne pas avoir peur de recommencer. Parce que justement, on travaille, on commence, on recommence. Et là, c'était vraiment les derniers mots que j'aimerais vous laisser. C'est cela. Toujours avoir la possibilité de refaire et de recommencer. J'ai ici quelques références, n'est-ce pas, que je vais vous laisser également. Et j'aimerais vous remercier ces minutes, 50 minutes peut-être, que j'ai dû présenter cette expérience. Je vais stopper ce partage. Merci à toi, Denise, pour Et cette présentation. voilà mon adresse et on peut continuer après la conversation. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, cette présentation sera partagée sur IFPro Brésil, comme d'habitude, à partir de la semaine prochaine, plus ou moins. Vous aurez accès à ce PowerPoint et donc à l'adresse mail de Denise, notamment, et toutes les informations qu'elle nous a données ici. Donc, merci beaucoup. C'était une présentation très exhaustive avec beaucoup d'informations. J'ai trouvé ça, pour ma part, très intéressant. Je n'ai pas vu deux questions qui sont apparues sur le chat au moment de ta présentation, Denise. Donc, n'hésitez pas, hein, pour tous les participants, à activer vos micros. Si vous souhaitez poser une question à Denise, vous avez normalement la possibilité. Peut-être, je vais poser ma première question. Ça donnera peut-être envie à nos participants de poser d'autres questions. Denise, tu parlais du balado auquel tu as participé. Et j'ai une petite question parce que tu disais qu'à partir d'avril, il y allait avoir de nouvelles retombées, mais je n'ai pas bien compris pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous allez refaire une campagne de publicité par rapport au podcast ou... Pas moi, n'est-ce pas? Les Centres de la francophonie des Amériques, c'est une organisation qui va lancer vraiment une autre opération publicitaire avec des photos, parce qu'on a travaillé, moi j'étais invitée, n'est-ce pas, j'ai participé, et ils m'ont demandé des photos, la photo que j'ai mise là sur le PowerPoint, c'est une photo que j'avais prise lors de l'enregistrement du podcast, et ils vont ils vont nous donner aussi les retours, n'est-ce pas, combien de gens ont déjà
pu écouter les balados, etc. Je ne sais pas ici si vous connaissiez, si vous aviez eu l'occasion de les écouter. Mais c'est ça, il y aura une autre opération dans les Amériques, n'est-ce pas, pour cela. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Et je tiens aussi à vous signaler que Valdemar a partagé sur le chat le lien qui vous renvoie justement à ce podcast. Donc, n'hésitez pas à regarder le chat. Valdemar a partagé toutes les informations dont Denise parlait. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole avant que l'on se quitte? Oui, je vais. Marika, Joao. Oui, Margaret, nous vous Oui, entendons. j'aimerais bien demander à Denise comment elle a fait pour évaluer ses étudiants pendant la production de ces balados. Il faut que je comprenne un peu plus par rapport à ce balado. Comment vous avez fait pour évaluer les étudiants à ces moments de production? Les projets balado, moi, j'ai été participante. Donc, moi, je n'ai pas travaillé dans ma salle de classe. Moi, j'étais participante, donc j'ai enregistré un balado, l'épisode 2. Mais dans l'expérience de 2015, j'ai raconté en détail toutes les étapes de tout ce que j'ai fait, toutes les actions avec les étudiants. Et si vous cliquez dans le volume 6, je peux même écrire ici, volume 6 des actes du Congrès mondial, je suis en train d'écrire. Là, j'ai écrit un article avec tous les projets, toutes les actions menées. Un article qui s'appelle « Je lis ». Je récite, j'admire, je chante en français. Et l'évaluation, quand on pense à l'évaluation formative, malgré la note on doit vraiment, à la fin du bimestre, avoir une note sur 10, n'est-ce pas? Sur 5. Et puis, j'ai noté à partir de la participation, oui ou non. Ceux qui avaient participé, donc j'avais une notation dans l'école où je travaillais. Il y a encore, je suppose, n'est-ce pas, un projet d'évaluation. Donc, vous avez une note 30%, il y a une épreuve X, 10%, vous avez droit à créer des projets, 20%, etc. Donc, à partir du projet d'évaluation de l'école où je travaillais, j'ai pris le pourcentage possible, n'est-ce pas, pour tout ce qui était projet, création, oralité. Et étant donné que j'ai suivi les étudiants pendant le semestre, j'ai évalué en fonction de ce qu'ils avaient fait, oui ou non. Et donc, dans les étapes que j'ai présentées dans l'article qui s'appelle, dans cet article-là, j'explicite toutes les étapes. Et s'ils avaient accompli les étapes, ça y est, ils avaient 10. Ils avaient accompli. Mon but, c'était justement faire découvrir les balados, faire travailler les capsules vidéo. Donc, l'article s'appelle « Je lis ». Je récite, je vais écrire ici. Il est en portugais. J'ai dû traduire cet article sous demande. J'admire et je chante en français. Là, cet article, si vous écrivez, je pense, si je ne me trompe pas, si vous mettez ces titres, vous aurez sur Internet l'article en français parce que cette expérience, elle a été présentée au Congrès mondial des professeurs de français. Et en 2018, quelqu'un m'avait demandé de traduire en portugais. Donc, j'ai traduit mon article et là, en portugais, eu leio, eu recito, eu admiro, eu canto em francês. Il est devenu chapitre d'un livre. Et donc, il y a les détails. Merci beaucoup, Margaret, pour la question et Denise pour la réponse. Je ne sais pas si une autre personne souhaite intervenir. Souraya te remercie, Denise, sur le chat. J'ai vu que Gisèle, vous leviez la main, si je ne m'abuse. Oui, j'ai une question. Parfait. Merci. Denise, tu as parlé de Paulo Freire et je suis pédagogue, c'est ma première formation et je l'adore. Et j'ai une question. J'enseigne aux enfants, d'accord?
c'est ma spécialité d'enseigner aux enfants. Et j'ai envie de savoir quelle est la façon, qu'est-ce que vous pensez sur l'alphabétisation en français? Parce que tout le monde parle de français pour les adultes, une chose pour complémenter, pour augmenter le vocabulaire, augmenter la langue, mais pas la base, l'alphabétisation. Et je trouve ça très intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Gisèle, j'ai une expérience et c'est intéressant parce que hier, j'ai eu l'occasion de parler de ce dont tu me parles. Je travaille donc avec trois professeurs. Je les encadre dans les masters. Donc, j'ai un petit groupe et là, dans ce groupe-là, il y a une professeure qui a été élève à Paulo Freire. Donc, elle a été son étudiante et elle veut travailler l'évaluation. Elle avait été son étudiante à la PUC de São Paulo quand il a enseigné là-bas. Et donc, elle disait, meu professeur Paulo. Et je disais, mais qui peut dire ça? Meu professeur Paulo. Donc, ce n'était pas Freire, c'était son prof. Et elle nous a raconté comment il faisait les retours des activités d'évaluation. Donc, elle nous a raconté qu'il écrivait et il faisait tous les commentaires, il faisait les retours assez vite et il avait une écoute très sensible. Donc, les mots écoute sensible, je pense pour toi qui travailles avec les enfants, ça c'est très important. Et hier, dans ce groupe, avec cette professeure-là, qui est en train de suivre son master en éducation, il y avait une autre collègue qui nous a raconté que justement, elle travaille avec des enfants qui ont 2 ans, entre 2 ans et 3 ans. Et elle nous a raconté son expérience en 2020, tout ce qu'elle a fait. Et elle s'est dit, elle n'est pas encore en train d'alphabétiser, elle est avec des enfants, des bébés, disons, 2 ans, n'est-ce pas? Et elle disait qu'elle a travaillé en ligne et elle s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux découvrir ce qui est bon dans l'écran interposé? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Parce qu'elle ne voyait que des trucs qui ne marchaient pas. Donc, au lieu de partir vers ce qui ne marche pas, elle s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je peux faire? Et elle a développé un travail créatif avec, elle nous a raconté un peu. Donc, je pense que le travail en autonomie nous donne cette liberté de réfléchir ensemble et dire qu'est-ce que je peux faire avec. Et j'ai eu l'occasion hier d'écouter une étudiante, quelqu'un qui avait étudié avec Paul Freire. Et elle nous a dit, de temps en temps dans la salle de classe, il disait, hop, on s'arrête, on va se mettre par terre, on va s'asseoir par terre maintenant et on va partager nos goûters, notre collation. Et puis aujourd'hui, on va commencer par là. Donc, je pense que le fait d'être là, de communiquer, de partager nos expériences, cela, et toi, dans ton contexte, n'est-ce pas, de ne pas être isolé, de discuter avec ton collègue, là, on peut vraiment avancer, n'est-ce pas, même dans ces contextes très durs. Merci beaucoup, Gisèle et Denise, pour la réponse. Je n'ai pas vu de questions apparaître sur le chat. Valeska te remercie également, Denise, pour ta superbe présentation, je la cite. Donc, juste avant que l'on se quitte peut-être, je tiens à vous préciser que les rendez-vous de la COP éducative en 2021 ne seront plus hebdomadaires, mais seront tous les 15 jours. Donc, le prochain rendez-vous aura lieu dans 15 jours et ce sera Nicole Blando qui interviendra autour des autobiographies langagières. Donc, nous vous communiquerons très rapidement sur IF3 au Brésil toutes les informations et également le lien pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement sur IF3 au Brésil pour avoir accès à toutes ces informations. Merci encore, Denise, pour ta participation aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver. Et merci à toutes et tous pour votre participation d'aujourd'hui et à très bientôt. Merci, merci. Bonne journée. Merci, Marjorie. Merci beaucoup. Au revoir.